Éric Jousse, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, Lego a été fondé en 1932, donc vous êtes né, je crois, a priori un peu plus tard. Un peu après. Oui. Un peu après, est-ce que vous avez un souvenir précis des premiers Lego que vous avez reçus en cadeau? Alors tout à fait, moi j'ai eu mes premiers Lego quand j'avais 6 ans. Voilà, c'était une boîte un peu qu'on appelle vintage maintenant, hein, de train. C'était un joli train, voilà, avec des rails bleus puis des petites plaques blanches, voilà, et puis pour les rails. Et puis ensuite c'était un train qui était assez simple parce que maintenant la marque et les briques ont beaucoup évolué. Voilà, donc comme j'en ai 50, ça date maintenant de 44 ans. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio, toujours avec aujourd'hui sur votre écran Éric Jousse, qui est fondateur de Histoire en briques, histoire avec un grand H, donc tout est dit, Éric Jousse. Et les briques, quant à elles, ne sont pas de couleur brique, puisqu'on fait référence évidemment au Lego dont on vient de parler. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce concept que vous n'avez pas eu, j'imagine, à l'âge de 6 ans, qui est plus récent, je crois, dans votre carrière? En fin de compte, la brique Lego est plus qu'un jouet pour moi. C'est un véritable outil de communication et surtout aussi un moyen d'expression artistique contemporain qui fait qu'on est capable de reproduire le passé, le présent et le futur avec des briques Lego. Et c'est ça qui fait tout son intérêt. Je considère ça comme étant peut-être voilà, la glaise du sculpteur ou la gouache du peintre. Voilà, c'est un moyen d'expression qui nous permet de relater le monde qui nous entoure. Alors, c'est vrai qu'on a eu cette première expérience avec Histoire en briques, c'était en 2014 lors d'une demande qui m'avait été faite par la ville de Rueil-Malmaison pour Mhm. faire une exposition populaire sur le patrimoine de la ville. Et donc je me suis dit, bah tiens, ils ont la Malmaison pour Napoléon avec Joséphine, ils ont d'autres sites. Et donc je me suis dit, tiens, je vais les reconstruire en briques Lego. Voilà. Donc du coup, c'est parti de là. Et ça n'a pas arrêté de croître en termes de demande, puisque maintenant, on a un tas d'autres projets qui sont autour du patrimoine, et autour aussi de sujets qui sont à la fois culturels, éducatifs et touristiques. Oui, parce que là, vous évoquez Rueil-Malmaison, la ville de Rueil-Malmaison. Aujourd'hui, avec qui vous travaillez? Vous travaillez avec des villes, des musées. Je crois que le château de Cheverny a aussi des œuvres, parce qu'on on peut parler d'œuvres de façon évidente. Donc, comment est-ce que qui vous contacte aujourd'hui, Eric Jousse? Alors en fin de compte, on a un partenariat avec la marque Lego, donc marque danoise, hein, qui existe Ouais. depuis 1932, voilà. Et ils m'ont donné une phrase, un brief, en disant, voilà, allez mettre les briques Lego là où on ne les attend pas, mais par contre là où se déplacent les familles. Donc c'est vrai que mettre des briques Lego dans un magasin de jouets, bon, ça paraît peut-être essentiel, mais à la fois assez commun. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être aller sur des territoires où les familles se déplacent, donc les musées, mais ça peut être aussi des aires d'autoroute. Voilà, pendant les vacances, on se déplace. Ça peut être aussi des collectivités locales avec des maires, des administrés et, qui viennent donc visiter leur patrimoine. Ça peut Mhm. être aussi des salles culturelles. Ça peut être des. Voilà. Donc, du coup, par contre, ce principe, on est allé draguer, entre guillemets, et séduire ces gens-là pour leur dire bah, écoutez, on va raconter votre patrimoine autrement. On va essayer de vulgariser des fois des discours qui sont ardus pour pouvoir le retranscrire en briques Lego. D'où Mhm. le fait d'être présent sur différents sites. Alors, je vais vous en citer deux, trois, par exemple. Là, récemment, on est en train de terminer un projet pour le château de Fontainebleau, où on va Mhm. réaliser le château de Fontainebleau en briques Lego. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas, Quentin, mais le château de Fontainebleau, c'est construit du Moyen Âge au Second Empire. Donc, du coup, il a subi des mutations, des transformations architecturales, et ça, on va expliquer ça aux visiteurs quand les musées seront ouverts. Autre sujet, par exemple, on est en train de travailler avec le musée national de la Marine à Paris, Chaillot, Mhm. qui va Ouais. faire peau neuve en 2022, enfin 2021 et 2022. Et donc, du coup, on va expliquer au plus grand nombre, aux jeunes comme à leurs aînés, ce qu'est l'offshore éolien, l'énergie verte qu'on arrive à récupérer de ces fameuses éoliennes qui sont en pleine mer. Donc, comment on fait déjà d'une pour les installer, puis ensuite, comment on explique comment on récupère cette énergie qui va éclairer nos villes. Alors, Eric Joux, ce que je comprends déjà, c'est que vous êtes plus qu'un partenaire, vous êtes un ambassadeur de la marque Lego. Vous venez de le dire, qui vous a donné patte blanche pour mettre les Lego là où on ne les attend pas. Et ensuite, en termes de création, de construction, là, vous venez d'évoquer plusieurs exemples. Qui est-ce qui construit, qui est-ce qui assemble ces briques pour raconter l'histoire avec un grand H, justement? Alors, on a chez Epicure embauché des concepteurs designers Lego. Alors,
Il n'y a pas de cursus pour ça. C'est plutôt C'est un des gens métier qui qui sont existe, passionnés. hein, concepteur designer Lego. Voilà, c'est peut-être des gens qui ont reçu des boîtes quand ils étaient jeunes et que le Lego ne les a pas quittés et qui sont devenus des aficionados de la marque et puis qui savent manipuler toutes ces briques. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 4000 différentes dans différents types de couleurs et de formes, bien sûr. Donc, du coup, ces gens-là, la passion les anime à pouvoir faire ça toute la journée. Voilà. Il y a pire comme métier, mais il ne faut pas croire que tout est simple parce que il y a quand même des degrés de difficulté de reconstitution de notre patrimoine qui ne sont pas toujours si évidentes que ça. Typiquement, le château de Fontainebleau, combien de temps ça va demander pour le construire? Parce que j'imagine que ce n'est pas hasardeux. Il y a peut-être des plans à faire, il y a des calculs, comme pour une vraie architecture, pour la construction d'une vraie maison, d'un vrai édifice, et ben, il ne s'agit pas juste de poser des pierres et des briques les unes sur les autres. Alors effectivement, on a tout un travail déjà avec un comité scientifique associé au musée pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Premier sujet, parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans la réalité des choses et puis de comprendre aussi, de se mettre un peu à la place de ces architectes en toute humilité qui ont construit ce château pour bien comprendre les nomenclatures architecturales qui se sont suivies d'année en année. Et puis, donc, il y a tout un travail de modélisation 3D, voilà, comme un outil. Voilà, vous avez une liste de briques et une page blanche, et puis vous assemblez les briques les unes après les autres. Voilà. Et ensuite, ça édite une sorte de notice. Et ensuite, on fait appel à nos constructeurs, donc des constructeurs que nous avons en interne avec Histoire en briques, ou des fois, nous faisons aussi appel à Georges Schmitt, qui est un ambassadeur de la marque aussi. D'ailleurs, on a pu l'apercevoir dans l'émission Lego Master sur M6, qui est le jury. Voilà, c'est mon associé sur ce type de prestations pour des constructions qui sont assez magistrales, quoi, assez énormes. Voilà. J'ai envie de dire que nous, on garde les constructions qui ne dépassent pas les 2-3 mètres cubes. Et lui, il prend les constructions qui vont au-delà de ça. Voilà. Et donc, combien de temps en moyenne, si on peut parler de moyenne, Alors, ça combien de prend? temps? Alors, je vais vous citer 2-3 exemples. Par exemple, le château de Fontainebleau, c'est une maquette qui fait à peu près 2 mètres par 1,50 m. Ouais. Et ça a pris 2-3 semaines. Voilà, c'est assez rapide, mais dense. Voilà. Alors, je parle en construction, je ne parle pas en travail préliminaire de modélisation et de vue 3D. Par exemple, on a fait aussi, pour les aficionados et les fans de la saga Star Wars, on a fait un X-Wing à taille réelle. C'est le vaisseau emblématique de Luke Skywalker. Bon, c'est un monceau de briques qui fait à peu près, enfin, une construction qui fait à peu près de 1,5 million de briques. Et on a mis 3 mois à le construire, voilà, à plusieurs personnes, 4-5. Donc, pour vous dire un peu une échelle, on avait même fait aussi une Renault F1 en taille réelle, où là, on avait mis, on a eu un timing assez serré, on avait mis un mois et demi pour la faire, et il y avait plus de 240 000 briques. Voilà. Donc, on a différentes typologies. Voilà. Absolument. Et dans le temps, ça, Eric Jousse, combien de temps est-ce qu'on garde cette œuvre d'art? Est-ce qu'elle est éphémère? Est-ce qu'on la déconstruit? Qu'adviendra-t-il du château de Fontainebleau, par exemple, en Lego, et de la plupart des œuvres que vous produisez? Écoutez, la durée de vie des œuvres sont quasi pérennes, à part un accident où on la fait tomber, on la casse, on la recommence. Bon, ça, c'est peut-être le seul écueil. Ensuite, ce sont des œuvres qui peuvent être pérennes dans le temps. La brique Lego est un objet qui dure, qui s'altère pas avec le temps, ou très peu, et ce qui fait son avantage. D'ailleurs, la marque est en train de trouver les mêmes avantages avec une brique bio d'ici 2030-2035. Voilà, il faut savoir. Et donc, du coup, ce qui fait que ça perdure dans le temps, ça ne vieillit pas. Alors après, certaines œuvres sont utilisées comme étant des objets d'art, donc ça ne bouge pas. Donc, toute logique, il n'y a pas de raison. Si maintenant elles sont exposées à l'extérieur, elles peuvent être altérées un petit peu non pas forcément par la pluie ne fera rien, mais plutôt les altérations dues au changement de température. Voilà. Ouais. C'est le seul écueil qu'on peut peut-être avoir avec la brique Lego, mais c'est ce qui fait que c'est un matériau noble et durable dans le temps. Eric Jousse, dernière question, est-ce qu'il y a un lieu, un endroit qui vous inspire et sur lequel vous souhaiteriez faire pencher vos concepteurs-rédacteurs de Lego dont vous parliez tout à l'heure? Écoutez, tous, parce qu'en fin de compte, chaque site, vous savez, dans le patrimoine, il y a des choses qui n'existent plus qu'on aimerait bien refaire revivre. Et donc, le Lego peut être une solution. Et puis aussi des choses qui existent qu'on doit rénover. Et donc, pour montrer peut-être à d'éventuels mécènes
de pouvoir les inciter à participer financièrement à la rénovation de ces sites, peut-être que le Lego peut être un palliatif pour montrer ce que ça peut être demain matin, un nouveau site. Voilà, par exemple, si on devait reconstruire l'aile manquante des Tuileries, qui a été détruite en 1870, écoutez, peut-être le faire en Lego d'abord, pour peut-être se rendre compte que si ça a un intérêt, si ça n'a pas d'intérêt. Voilà, je pense peut-être qu'il y a beaucoup d'historiens ou de gens qui se sont posés la question, même des hommes d'État ou femmes d'État. Donc bref, c'est vrai qu'on raconte à chaque fois une histoire différente, donc je n'ai pas un choix prédéfini, mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, et je reste certain que c'est un outil qui demain peut se retrouver à la FIAC, parce que les artistes peuvent utiliser ce moyen d'expression pour raconter leur envie, leur art, c'est ça qui est fabuleux, quoi. Voilà, donc je fais peut-être une réponse un peu de Normand, comme on dit, mais en tout état de cause, il y a beaucoup de sujets à faire encore, et c'est vrai qu'on est sollicité de différentes manières. Et non, Éric Joux, c'est du coup ma dernière question sera plutôt celle-ci. Vous évoquez la FIAC et donc l'art contemporain. Est-ce que c'est un objectif aussi d'ériger certaines constructions en œuvre d'art pour ensuite être vendues et être introduit sur le marché de l'art? Vous en avez déjà. Hein. Il y a Nathan Sawaya qui est un Américain qui est un peu le profil type, qui correspond à ces gens qui ont le droit d'utiliser la marque en tant que terme constructeur, comme George Smith, qui peut, lui, créer des œuvres qui sont cotées. Il fait des expositions, lui, avec un geste qui lui est cher et particulier et personnel. Et donc, du coup, il se produit un peu partout dans le monde. Et ça existe. Donc, maintenant, on ne peut pas dire que ça a la valeur d'un Salvator Mundi de Léonard de Vinci, par exemple, mais ça, c'est pas possible. Mais quoique, mais on sera plus peut-être dans ce monde-là pour le voir. Mais en tout cas, ça prend de la valeur. Même vous avez aussi des sets Lego qui sont issus du catalogue, qui sont qui prennent de la valeur parce qu'il y a une rareté, parce qu'il y a un sujet qui est éloquent aux yeux de tous. Et voilà, c'est vrai que ça peut être pris comme tel. Mais oui, pourquoi pas, demain, on peut avoir des œuvres d'art qui peuvent être prises. Chez Germania, on en expose, voilà, et on en vend aussi. Mais avec prix modique, on est encore accessible, ça va. Réinventer l'histoire avec les briques Lego et peut-être aussi réinventer une facette au moins du marché de l'art. Merci infiniment Éric Joux d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Quentin, et puis écoutez, tout ça vos briques, et puis n'hésitez pas. Voilà. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.